Bonjour. Voilà, nous commençons la nouvelle année 2017 et cette année, nous allons essayer d'être performants. Alors, depuis quelques jours, ce blog existe depuis 7 ans. Donc il y a 7 ans pour certains que nous sommes ensemble, pour d'autres peut-être un peu moins longtemps. J'espère que nous allons rester ensemble très longtemps et que nous allons pouvoir changer ou participer au changement des choses, parce que ce n'est pas nous qui allons seuls les faire changer. Mais elles vont changer, parce que c'est incontournable. Alors on va faire un tout petit peu d'histoire. Nous avons aujourd'hui une surimposition qui étouffe tout le monde. Il faut savoir que la surimposition, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Il faut savoir que dans notre société, les deux grands événements qui ont marqué notre société occidentale sont l'indépendance des États-Unis en 1776, indépendance des États-Unis qui a été dictée exclusivement par une taxation anormale de la couronne d'Angleterre sur les États-Unis. Donc c'est l'impôt qui a créé la révolution américaine et l'indépendance américaine. Ensuite, en 1789, nous avons une autre révolution qui, elle aussi, est une révolution contre l'impôt. Donc c'est quand même important. 13 ans plus tard, la France se révolte. Les États-Unis se sont précédemment révoltés, mais à partir des idées qui avaient été organisées en France, sous la pression de la fiscalité. Puisque c'est, en réalité, la fiscalité est un pillage, et le pillage est l'apanage des puissants sur les faibles, ou du moins sur ceux qui n'ont pas la force publique. Alors, cette surimposition, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, nous ne sommes plus dans un système de pillage, nous ne sommes plus dans un système où seul le muscle fait la force, nous sommes dans un système où les gens sont plus éduqués, se replacer à l'époque du XVIIIe siècle, les gens étaient en grande partie illettrés, la communication était très difficile, physique et intellectuelle, enfin beaucoup de choses qui ne permettaient pas, qui géraient, qui organisaient la société de manière complètement différente par rapport à la nôtre. Donc nous avons le même problème, mais nous n'aurons pas les mêmes solutions parce que nous n'avons pas la même organisation. Nous avons une société où beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de monde est touché par la surimposition. Alors je voudrais vous indiquer que la surimposition, c'est une maladie sociale. Ce n'est pas la norme, c'est une maladie sociale. L'impôt est la norme. La surimposition est une maladie de l'impôt. Alors l'impôt et la norme, pourquoi l'impôt et la norme? Alors ça, on peut en faire la démonstration assez aisément. Je vous ai mis ici, je ne sais pas si vous le voyez, je pense même que vous ne le voyez pas, mais ceux qui voudront le voir vont agrandir l'image. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 a un article 14 qui parle donc de l'imposition, en article 13 et article 14, mais dans l'article 14, on va trouver ceci: tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement. Voilà. C'est-à-dire qu'on comprend à 1789 que l'impôt peut être consenti librement. Et ça n'est pas une fadaise, c'est une réalité. Aussi loin que l'on remonte dans la démocratie, on va aller aux environs de 300 ans avant Jésus-Christ, ce qui va nous faire quand même donc 2300 ans. On est à Athènes, donc on est dans le cœur de ce que sera le monde occidental, de ce que sera notre démocratie, et on est déjà dans une démocratie. À cette époque-là, il n'y a pas d'impôt. Alors c'est une démocratie relative, parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas concernés, qui sont soit esclaves, soit étrangers, et c'est surtout les notables qui se partagent la capacité de gérer la société et qui ont compris que la meilleure solution, c'était quand même la discussion, donc la démocratie, donc la majorité. Parce qu'on est dans une société, en fait, qui est née de la force, de la violence, des guerres entre cités, et donc qui sait ce que c'est la violence et qui est peut-être à cette époque-là commence à en avoir un petit peu, voudrait un petit peu que les choses s'apaisent. D'ailleurs, ils y arrivent à peu près. À cette époque-là, il n'y a pas d'impôt, ou peu. Les notables riches, c'est-à-dire la richesse, à cette époque-là, c'est la terre. Donc les propriétaires terriens, les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle l'évergétisme. C'est-à-dire l'évergétisme, ça consiste pour ces gens à se départir volontairement d'une partie de leur fortune au profit des plus déshérités. Alors,
au profit, mais pas au profit, pas sous la forme d'une répartition ou d'une redistribution. Non, c'est eux qui choisissent la dépense. Alors, ça peut être une dépense un peu somptuaire, telle que par exemple une statue à un dieu, puisque à l'époque tout est divin, il n'y a pas de grande différence entre l'homme et le divin, donc ça peut être une statue à un dieu, ça peut être une distribution de blé gratuit, ça peut être un grand repas, enfin en tout cas ce sont des sommes importantes dont toute notable riche se sent obligée, sans aucune force qui lui impose, se sent obligée d'apporter à la collectivité. C'est-à-dire que depuis toujours, et probablement dans les sociétés qui ont précédé. Là, on a des traces d'une société qui était organisée. Mais même dans les sociétés non organisées, le puissant a toujours naturellement, comprend naturellement la nécessité de participer économiquement, le puissant économiquement, participer économiquement à ceux qui sont un peu plus délaissés. L'impôt n'est jamais que la même chose. Donc l'homme comprend très tôt qu'il est une entité qui fait partie d'un groupe et qui n'a pas intérêt à laisser ce groupe tomber en morceaux. Donc l'impôt peut parfaitement être consenti librement. Ça, c'est un élément essentiel. Donc à partir du moment où on a compris cette chose-là, on se dit, mais pourquoi ? Comment se fait-il qu'on finisse par avoir un impôt qui non seulement n'est plus consenti librement, mais qui est devenu quelque chose qu'on peut objectivement haïr ? Parce qu'il est complètement démesuré et qu'il est, il est perçu dans des conditions que nous connaissons, puisqu'ici, sur ce blog, nous parlons du contrôle fiscal. Donc, il est perçu dans des conditions abominables qui sont complètement hors du droit. Alors, donc c'est contre ça qu'on va se battre. Et donc, pourquoi nous sommes donc légitimes ? Nous sommes légitimes parce que nous nous battons contre l'excès de l'impôt, qui est une maladie sociale. Alors, je peux vous confirmer personnellement que c'est une maladie sociale parce que je suis vacciné par immersion. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, j'ai trouvé que cet impôt était quelque chose de complètement démesuré. Et j'ai voulu aller voir comment ça fonctionnait. Donc, je me suis laissé glisser dans cet espace du contrôle fiscal où j'ai volontairement généré quelques agressions et pour voir quelle était la bête. La bête est effectivement immonde, je peux en témoigner. Et elle est parfaitement malhonnête, je peux en témoigner. Et elle est complètement couverte, je peux aussi en témoigner, c'est-à-dire que du bas de l'échelle au haut de l'échelle, il y a une volonté d'une malhonnêteté totale, sous couvert d'une imposition qui serait naturelle. Alors j'affirme que cette imposition n'est pas naturelle, que c'est une surimposition qui n'a pas lieu d'être, et que les méthodes employées sont complètement, parfaitement malhonnêtes. Donc à partir du moment où on s'est installé dans cette légitimité, nous avons un espace de travail beaucoup plus large. Alors peu importe que nous puissions être condamnés, je viens d'être condamné, je vous en parlerai, je n'ai pas encore le jugement, mais bon, avec Martineau toujours, donc qu'on soit condamné, c'est pas grave, dans la mesure où, si vous voulez, on poursuit quelque chose de légitime au niveau universel. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans notre société qui fonctionne de manière démocratique, avec beaucoup plus de gens concernés, puisque tous les Français sont concernés, contrairement à ce qui pouvait se passer à Athènes. Évidemment, une majorité qui a peut-être des problèmes peut imaginer qu'un pillage par personne interposée, c'est-à-dire par Bercy interposé, de ceux qui ont réussi, pourrait leur convenir et arranger leurs affaires. Donc les gens modestes qui se sont laissés entraîner, qui ont trop dépensé, ou qui n'ont pas assez d'argent, ou qui ne savent pas en gagner, etc., peuvent imaginer qu'effectivement, ce serait formidable qu'on pille ceux qui en ont à leur profit. Ce que s'empresse de faire dans notre système démocratique les élus qui sont élus par la majorité. Comme ces gens qui sont en difficulté sont une majorité, les élus pillent les gens qui ont réussi, qui font marcher l'économie, et en échange ils sont élus. Mais on n'arrive pas loin du moment où évidemment il y a une fin. Parce que si vous allez dans un arbre et chaque fois qu'une pousse apparaît vous la coupez, au bout d'un moment il n'y a plus qu'un tronc, puis l'arbre meurt. Alors, si vous ne taillez pas l'arbre, effectivement, ça peut être la jungle. Et bon, donc l'arbre peut être moins puissant et moins fort que si vous l'avez coupé. Mais si vous le coupez trop, il n'y a plus d'arbre. Alors là, c'est exactement pareil. Et donc, aujourd'hui, nous arrivons à un moment où la pression
de ce pillage fiscal sur ceux qui produisent les richesses est arrivé à un moment où ça va tout détruire et où ceux-là qui pensent en profiter vont eux-mêmes y perdre, mais gravement. Quand ils vont y perdre, comme au Venezuela, comme dans tous ces pays, où tout d'un coup, hop, ça bascule du mauvais côté. Et il n'y a plus de richesse, pour personne. Bon, on en arrive là. Donc au moment où on en arrive là, notre discours commence à devenir crédible. Parce que dans ces gens, dans cette population qui n'est pas fatalement, qui ne s'intéresse pas fatalement à l'économie et qui voit le pillage d'un bon œil, il y a quand même des gens de bonne foi, il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui vont, je pense, se ressaisir. Donc les choses vont évoluer. Alors dans le cadre de ces choses qui vont évoluer, parlons de nous, parlons de ce qu'on va faire cette année. Alors, je vous avais montré, l'année dernière c'est il y a 15 jours, hein, je vous avais montré comment, puisque si vous voulez, dans cette maladie qu'est la surimposition, je dirais que le chancre est le contrôle fiscal. C'est-à-dire que l'endroit où la maladie explose, l'endroit où la maladie qui jusqu'à présent était, je dirais que les porteurs sont sains, à un moment donné, la maladie explose et ça se passe à l'endroit du contrôle fiscal. De la même manière, si vous voulez, que dans une dictature, la dictature explose par la police. C'est la police qui sort de son rôle de protection pour devenir oppressive. Eh bien, avec le fisc, c'est pareil. C'est le fisc qui sort de son rôle légitime de récupération des fonds pour les biens communs, qui sort de ce rôle, qui tout d'un coup prélève des sommes anormales, et on a donc le contrôle fiscal et les contrôleurs qui sont les agents de cet excès, les agents de cette maladie. Donc c'est là que nous allons faire nos efforts et c'est là que nous allons travailler. Alors nous allons faire deux choses. La première, c'est vous allez travailler, vous, chacun, pour vous, et c'est la masse de vos interventions qui va créer un événement contre, une opposition au contrôle fiscal. Donc, on a vu la dernière fois, on y reviendra par des conférences que j'espère nous allons pouvoir faire en vidéo. Mais on a vu la dernière fois que toute la partie occulte, la partie qui précède les avis de vérification, toute la partie occulte doit être combattue. C'est absolument scandaleux. Moi, je sors d'un procès où j'ai encore perdu, je crois que j'ai été condamné à 300 ou 3000 ou 5000 euros, plus une publication sur le blog que vous aurez le plaisir de découvrir quand je saurai ce qu'il faut que j'écrive. Donc, si vous voulez, alors que j'ai été dans une procédure, à une audience qui s'est très bien passée, avec une magistrate et des magistrats qui ont parfaitement compris la situation et qui ont donc jugé d'une manière complètement contraire à ce qu'ils ont compris. Bon, ils l'ont fait. Donc ça veut dire qu'il y a une force, une puissance derrière, hors du commun. Bien. Donc nous devons nous battre là-dessus, et nous nous battrons par le nombre des actes individuels. Ensuite, je vous propose une deuxième chose, que je vais mettre en œuvre dans les quelques jours qui viennent, je pense avant la fin de ce mois, c'est-à-dire, comme il faut quand même qu'on réagisse et qu'on sache ce que l'on a à faire, on va créer une espèce de guide Michelin, une espèce, si vous voulez, de référence, de palmarès des contrôleurs fiscaux. C'est-à-dire que chacun de vous va pouvoir abonder sur un tableau où nous mettrons tous les contrôleurs fiscaux et où nous mettrons leur personnalité professionnelle. Étant bien entendu qu'en aucun cas nous ne parlerons de leur vie personnelle et il n'y aura aucun sentiment, si vous voulez, par rapport à l'homme ou à la femme que nous mettrons sur ce tableau. Mais par contre, nous avons parfaitement le droit de dire ce que nous pensons d'eux dans leur profession, c'est-à-dire leur correction, leurs compétences, leur manière de s'exprimer, leur loyauté, enfin toutes ces choses qui font que l'on est un bon ou un mauvais professionnel. Et il n'y a pas de raison qu'on puisse savoir qui sont les bons, les mauvais garages, qui sont les bons, les mauvais restaurateurs, qui sont les bons, les mauvais hôteliers, et qu'on ne puisse pas savoir qui sont les bons et les mauvais contrôleurs. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ce tableau que nous allons mettre en œuvre à partir de ce mois-ci, je vous demande de l'abonder parce que c'est lui qui va nous permettre de savoir à qui on va avoir affaire lorsqu'on aura un contrôle. Puisqu'on aura le nom du contrôleur et si on a un tableau, on pourra savoir si c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête, parce qu'il faut aussi accepter que les contrôleurs ont leur utilité. Il y a quand même, objectivement, quelques tricheurs. Et nous ne sommes pas ici pour défendre les tricheurs. Nous sommes ici pour nous battre contre le surimpôt et pour nous battre contre
les contrôleurs et le système des contrôles de Bercy qui est parfaitement pervers. Mais nous ne sommes pas là pour couvrir ceux qui trichent. Bon, même si on peut comprendre qu'à un moment donné le surimpôt amène à la tricherie, on ne peut pas couvrir ceux qui trichent. On ne peut pas se battre en trichant. On doit se battre loyalement. Et non, nous sommes ici pour nous battre loyalement. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Eh bien, c'était notre premier rendez-vous de cette année. Je pense qu'on se reverra la semaine prochaine, et je pense la semaine prochaine, je pourrai, enfin je pense d'ici 8-10 jours, je pourrai mettre en ligne ce tableau, ce palmarès, ce tableau des palmarès, et nous irons un peu plus loin dans les actes individuels, mais nous reprendrons celui-là, et nous essaierons de le reprendre sous forme de conférence. Voilà. Eh bien écoutez, je suis, voyez, je suis tout à fait disposé à rentrer dans cette bagarre de manière la plus sérieuse qui soit. J'espère que vous serez nombreux à vous mobiliser, que nous représenterons quelque chose. Je crois que c'est le moment, donc je crois qu'il faut le faire. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.